Après avoir sécurisé les têtes de pont de Normandie en juin 1944, les Alliés avancèrent à l'intérieur des terres en s'attendant à des progrès rapides, mais tandis que les forces britanniques et canadiennes se retrouvaient bloquées dans des batailles brutales autour de Caen, les troupes américaines faisaient face à un défi différent, le bocage normand. Ce paysage agricole apparemment pittoresque, avec ses haies épaisses vieilles de plusieurs siècles, est devenu un champ de bataille féroce. Les défenseurs allemands transformèrent le terrain en une forteresse, tendant des embuscades aux forces américaines en avance depuis des positions dissimulées. Chaque haie était un nouveau champ de bataille. Et chaque avancée avait un coût élevé. Confrontée à cette réalité brutale, l'armée américaine avait besoin d'une percée rapidement. Ainsi, dans la véritable tradition américaine, l'ingéniosité sur le champ de bataille prit le dessus. Une solution simple mais révolutionnaire émergea. Le soi-disant char Rhinocéros, un char modifié équipé de broches métalliques conçues pour trancher à travers les haies. Ces coupets étaient souvent vus à l'avant des colonnes blindées en Normandie, ouvrant la voie aux chars qui suivaient. Mais ces modifications de fortune résolvaient-elles vraiment le problème ? Ou la bataille des haies fut-elle remportée par d'autres moyens? Plongeons-nous et découvrons-le. Le bocage normand, initialement façonné par les pratiques agricoles de l'ère romaine, se composait de haies denses, disposées de manière irrégulière. Ces barrières naturelles divisaient le paysage en petits champs clos. Ces barrières naturelles étaient formées par de la terre surélevée et des monticules, souvent bordés de végétation épaisse pouvant atteindre des hauteurs de jusqu'à 5 mètres. Des fossés d'irrigation longeant ces champs fournissaient de l'eau pour les cultures et le bétail, renforçant encore la nature défensive du terrain. Dans un mile carré typique, des centaines de ces enclos haies créaient un champ de bataille semblable à un labyrinthe qui entravait sévèrement le mouvement et la visibilité. Anticipant une invasion alliée, les Allemands préparèrent méticuleusement leur défense dans le bocage normand. Chaque champ clos devint un bastion naturel, avec des troupes formées pour manœuvrer à travers et autour des haies denses. Utilisant des arbres pour des positions de tir élevées, les itinéraires d'avance ennemis probables étaient préidentifiés et cartographiés par coordonnées. Cela permettait aux défenseurs d'appeler des frappes d'artillerie précises sur les forces attaquantes. Les limites entre les propriétés étaient souvent marquées par des haies parallèles avec un chemin ou une route étroite entre les deux, des emplacements parfaits pour des points d'appui défensifs. Ces points de congestion étaient idéaux pour des positions de mitrailleuses, de mortiers et d'armes anti-chars, forçant les attaquants dans des zones de mort mortelle. Certains chemins étaient juste assez larges pour de petits véhicules, mais pour les Alliés en avance, ils devenaient souvent des pièges mortels sous le feu allemand. Alors que les Allemands fortifiaient leur défense à l'intérieur des haies, les forces alliées en avance rencontraient des défis significatifs. Chaque champ étant entouré de remblais de terre élevés, la visibilité était sévèrement limitée. Les troupes alliées ne pouvaient pas voir au-delà de la prochaine haie, tandis que les défenseurs allemands les utilisaient comme des fortifications presque parfaites. Les chars avaient des difficultés dans ce terrain. Tenter de gravir les remblais exposait leurs dessous vulnérables, tandis que ceux confinés à des routes étroites devenaient des proies faciles pour les tireurs ennemis. Pire encore, un seul char immobilisé pouvait complètement bloquer ces chemins, créant des goulets d'étranglement qui immobilisaient des offensives entières. En conséquence, même une petite unité allemande bien placée, équipée de canons anti-chars, pouvait arrêter l'avancée d'un bataillon entier. Alors que les Alliés se préparaient pour l'opération Cobra, ils cherchaient des moyens d'adapter leurs chars au difficile terrain du bocage. Une solution était l'utilisation de Sherman. Une unité allemande bien placée, équipée de canons anti-chars, pourrait arrêter l'avancée d'un bataillon entier, alors que les Alliés se préparaient pour l'opération Cobra. Ils cherchaient des moyens d'adapter leurs chars au difficile terrain du bocage. Une solution était l'utilisation de Sherman. Des chars modifiés avec des lames de bulldozer pour percer les haies denses. Cependant, certaines haies étaient si épaisses que les ingénieurs devaient d'abord faire exploser des ouvertures avec des explosifs avant que les bulldozers ne puissent élargir les espaces. Cette procédure était lente et nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Retardant significativement l'offensive de manière encore plus préoccupante, les artilleurs allemands faisaient des bulldozers modifiés et des Shermans équipés de bulldozers. Des cibles de haute priorité qui visaient à éliminer ces outils de franchissement cruciaux et à garder les alliés piégés dans le labyrinthe des haies. La solution pour percer le problème des haies est venue d'une source peu probable, le sergent Curtis J. Coulin, du 100e et 2e escadron de reconnaissance de cavalerie de la 2e division blindée inspirée. Par une discussion avec un soldat du Tennessee nommé Robert Scouley, a conçu un outil simple mais ingénieux, un ensemble de dents en métal en forme de scie, qui pouvait être monté à l'avant d'un char pour trancher à travers les épais talus fabriqués à partir d'acier récupéré. Y compris des obstacles de plage réutilisés, le dispositif était à la fois bon marché et efficace, soudé à l'avant des chars Sherman. Il leur permettait de labourer directement à travers les haies sans exposer leurs dessous vulnérables. Le 14 juillet 1944, la création de Cullen a été démontrée au lieutenant-général Omar Bradley, qui a immédiatement reconnu sa valeur
il a ordonné une production en masse, s'assurant que le plus grand nombre possible de chars étaient équipés du dispositif à temps pour l'opération Cobra. La percée décisive des États-Unis le 25 juillet, bien que Cullen ait été largement crédité de l'invention, il a essayé de partager la reconnaissance avec Roberts, dont l'idée avait déclenché l'innovation. Cependant, dans la précipitation de la publicité, la contribution de Robert a été largement négligée. Après que le lieutenant-général Omar Bradley ait ordonné la production en masse du dispositif de refroidissement, les premières unités ont été construites. En utilisant de l'acier récupéré à partir d'obstacles de plage allemands tels que des hérissons de Tchèque initialement placés le long du mur atlantique. Pour accélérer le processus, Bradley a envoyé le colonel John Matera du département de l'armement de l'armée américaine, de retour au Royaume-Uni pour modifier les chars avant qu'ils ne soient expédiés en France. Il a également organisé l'envoi d'équipements de soudage à l'arc supplémentaires et d'équipes spécialisées pour être envoyées en France afin d'accélérer les modifications sur le terrain. Au total, environ 500 dispositifs de refroidissement Rhinocéro, comme ils ont bientôt été appelés, ont été produits. Ceux-ci ont été installés sur près des 3/4 des Charm 4. Sherman et Stuart de la 2e division blindée, ainsi que des chasseurs de chars MDX avant l'opération Cobra, le design s'est avéré très efficace. À mesure que davantage de chars étaient équipés du dispositif, les soldats ont commencé à les appeler des chars Rhinocéro, comparant leur capacité à percer le bocage. À la puissance de charge de la puissante bête africaine, le dispositif de refroidissement n'était pas la seule innovation développée pour s'attaquer. Au Haye de Normandie, tout au long de juillet 1944, les unités américaines sur le front ont expérimenté leur propre solution, produisant d'innombrables modifications de terrain visant à faire passer les chars à travers le terrain épais sans exposer leurs dessous vulnérables. D'ici le 5 juillet, la 79e division d'infanterie avait déjà déployé un coupé fonctionnel à elle. À peu près au même moment, le 19e corps a testé un ensemble de dents initialement conçues pour créer des trous pour placer des explosifs. Ces dents se sont avérées suffisamment puissantes pour soulever et déchirer des sections des haies, permettant aux chars de passer plus facilement. D'autres divisions au sein du 5e corps ont également conçu leurs propres outils avec certaines modifications, étant surnommés coupe-brosse et bulldozer verts. Tandis que beaucoup de ces inventions ont fonctionné à des degrés divers, le dispositif de refroidissement finalement est devenu la solution la plus largement utilisée et produite en masse pour percer le bocage. Le Royal Electrical and Mechanical Engineers britannique a développé sa propre version du dispositif de coupe des haies qu'ils ont appelé des prongs. Les premiers 24 ont été fabriqués à partir de défenses de plage allemandes récupérées, mais la production à grande échelle a rapidement été transférée au Royaume-Uni. En août 1944, 600 prongs de type 1 avaient été livrés pour une utilisation sur le Sherman V. Cela a été suivi par 1000 prongs de type 2 conçus pour les Shermans et les chasseurs de chars M10, ainsi que 500 prongs de type 3 spécifiquement construits pour les chars Cromwell, tandis que les chars Churchill n'étaient pas initialement considérés comme ayant besoin de la modification. En raison de leur performance supérieure hors route, certains ont néanmoins été équipés de prongs à mesure que la campagne progressait. Bien que moins connus que le dispositif de refroidissement américain, les prongs britanniques ont joué un rôle crucial dans la surmontée des défis du bocage. Une fois que les Alliés ont poussé au-delà du bocage normand et dans des terrains plus ouverts, de nombreux chars ont eu leur coupé retiré. Bien que certains chars aient continué à fonctionner avec les dispositifs encore montés jusqu'au début de 1945, il n'était plus nécessaire à mesure que le terrain changeait. Si un char était détruit ou remplacé, le coupé n'était généralement pas transféré au nouveau véhicule. De plus, les unités arrivant en France après la fin août 1944 n'ont pas reçu de nouveaux chars équipés du coupé, car le besoin d'une telle modification avait diminué. Une fois que les Alliés ont quitté le bocage et rencontré des paysages moins restrictifs après la guerre, le correspondant de guerre Chester Wilmette a réfléchi à la stratégie défensive allemande pour empêcher toute percée américaine pendant la campagne de Normandie. Selon Wilmot, les Allemands visaient à maintenir la ligne de front légèrement, se concentrant plutôt sur la sécurisation des carrefours routiers. Pour une profondeur de 3 à 4 miles derrière le front, leur objectif était de retarder toute percée en ralentissant l'avance alliée pour correspondre au rythme des mouvements d'infanterie. Cependant, avec le lancement de l'opération Cobra, les forces alliées équipées des nouveaux chars Rhinocéros ont pu contourner les bastions allemands, permettant leur avance rapide. La capacité du char à percer les haies a permis aux Alliés de continuer leur poussée, laissant les positions plus fortifiées à être traitées par l'infanterie et les ingénieurs, garantissant que la percée ne serait pas retardée. Martin Blumenson, l'historien officiel de la campagne américaine, fournit un aperçu du succès de l'opération Cobra. Il décrit comment, pendant l'opération, les chars de la 2e division d'infanterie, soutenus par l'artillerie, ont avancé sans infanterie pendant 20 minutes, couvrant plusieurs centaines de yards et coupant à travers les haies.
Cette percée a permis aux chars de créer des brèches dans les défenses avant de revenir à leur position de départ. Une fois que l'infanterie a rattrapé, la force combinée a rapidement avancé ensemble, forçant les Allemands à se débattre et les empêchant de rétablir leur position défensive à temps. Dans un registre similaire, pendant l'opération Blue Coat, une offensive britannique en Normandie, les chars Churchill équipés de prongs ont pu naviguer dans un terrain qui était autrement considéré comme impraticable pour les véhicules à chenilles. La capacité du char à percer le bocage avec les prongs a pris les défenseurs allemands par surprise, contribuant au succès de l'opération. L'historien militaire Steven Zaloga offre une vue plus sceptique des dispositifs de Couppet, affirmant qu'ils n'étaient pas aussi largement utilisés que la légende le suggérerait et que leur efficacité a été quelque peu exagérée. Malgré cela, d'autres historiens, y compris Max Hastings et Chester Wilmette, attribuaient l'invention à la restauration de la manœuvrabilité sur le champ de bataille pour les forces alliées, leur permettant d'avancer plus efficacement. À travers le terrain difficile, Martin Blumenson reconnaît que bien que le dispositif ait restauré la mobilité dans le bocage, il note qu'il avait peu de valeur tactique lors de la percée elle-même. Blumenson ajoute que les chars avançaient principalement le long des routes plutôt que de traverser le pays, ce qui signifie que les coupeurs de haies n'ont pas joué un rôle majeur dans la percée stratégique globale, bien qu'il suggère que l'outil ait pu agir comme un important stimulant moral pour les troupes. Néanmoins, les témoignages de nombreux tankistes et généraux alliés suggèrent que le dispositif de refroidissement a effectivement servi son objectif prévu et a contribué à la victoire alliée lors de la Seconde Guerre mondiale.